Bon, c'est ma deuxième vidéo. Dans la première, j'ai fait un pamphlet d'1 h 30, donc on va essayer de faire plus court. Dans la première vidéo, en gros, j'ai encore raconté une fois tout ce qui nous est arrivé. Puis je me suis dit non, stop, ça suffit, je veux dire... si vous voulez savoir ce qui nous est arrivé, tout est en ligne, tout est sur internet, tout est argumenté, tout est mis... tout est factualisé, c'est des faits, purement et uniquement des faits, avec les preuves. Pas de mensonges donc. Alors du coup, bah voilà, aujourd'hui je vais pas vous raconter l'histoire des pucelles précieuses. Aujourd'hui je vais vous parler d'elles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste rappeler que nous avons actuellement un Ulule qui est en cours. Ce Ulule est là pour soutenir en fait l'écriture et l'illustration, bien sûr, d'un roman sur le sujet. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour, chaque centime compte pour nous. Allez voir le Ulule et puis soutenez-nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet donc. Les pucelles précieuses. Les pucelles précieuses à la base, c'est deux personnes, c'est Julie et c'est moi. On ne cache pas nos prénoms, enfin nos noms, même si moi je suis toujours obsidienne, bon bah voilà, c'est pas... Mais les pucelles précieuses, c'est pas juste nous en fait. Quelque part, c'est aussi bah, toutes les personnes, surtout toutes les femmes, qui ont été manipulées, qui ont été escroquées, qui ont été maltraitées, insultées, diffamées, traînées dans la boue, peut-être même menacées aussi. Tout ça sous prétexte que ben, elles ont fait preuve d'empathie, elles ont voulu être gentilles, elles ont voulu écouter, elles ont voulu aider. Tout ça à cause de leur émotivité, de leur hystérie, hein, de leur faiblesse. Ouais. Au final, les pucelles précieuses, c'est nous, mais c'est aussi en fait vous. Ce sont les victimes. C'est votre histoire aussi. La nôtre, elle a commencé... et elle a pris les traits en fait d'un auteur qui nous a contactés à des moments différents, mais ça ne change pas grand chose. Il nous a contactés en se présentant comme étant un auteur autiste et victime donc de discrimination à cause de son statut d'autiste. Soyons clairs, le fait qu'il ait annoncé qu'il était autiste, le fait qu'il ait annoncé qu'il est autiste, au présent, ça a tout faussé. Ça a faussé tout au départ parce que j'ai ignoré volontairement énormément de red flags en me disant que, eh bien, c'est son autisme qui fait qu'il discute comme ça, qu'il dit ça, qu'il fait comme ça, qu'il agit comme ça, c'est ses besoins de communication adaptés qui font que, etc. J'ai toujours tout remis sur le compte de son autisme. Et c'est d'autant plus biaisé que j'ai des autistes dans mes contacts. Et j'ai travaillé avec certains d'entre eux. Donc je connais comment fonctionne une relation de travail entre moi et entre un autiste, donc je sais comment fonctionner avec une personne autiste au niveau d'une relation de travail. Donc je suis partie vraiment sur ce biais qui a été totalement faussé, qui a totalement faussé mon jugement. Je sais qu'à ce stade, on va aussi un peu réagir en disant ouais, mais enfin... c'était peut-être pas une raison pour s'acharner autant, après tout il est autiste, en plus il est aussi handicapé, machin... Voilà, je veux dire, honnêtement, on nous a traité de validistes, on a traité de psychophobes, et compagnie. Là, je vais peut-être vraiment faire une mise au point parce que... je vais même faire plus qu'une mise au point, en fait, je vais faire un coming out. Je suis neuroatypique. Diagnostiquée. J'annonce pas ça parce que, comme ça, pour le plaisir, je suis neuroatypique, diagnostiquée. J'ai été diagnostiquée en 2020 au potentiel. J'ai repassé aussi un diagnostic de TDAH. Diagnostic qui n'est pas concluant, donc je ne me prétendrai pas TDAH, c'est-à-dire que face à la neuropsy, donc je fais ça chez une neuropsychologue, pas chez... c'est vraiment des centres reconnus, hein. Je fonctionne vraiment avec des centres reconnus et des choses sérieuses, pour être sûr justement que ce soit bien fait. Donc la neuropsychologue qui m'a retenue m'a dit que au niveau de ce que je lui racontais, je cochais énormément de cases de TDA, mais au niveau des tests, les tests n'étaient pas concluants. Elle m'a
néanmoins préciser que ce sont des tests qui normalement sont prévus pour les enfants. Il n'y a pas de test en Belgique pour les adultes, prévu en tout cas pour les adultes. Et qu'elle a un gros doute sur le fait que mon côté haut potentiel n'ait pas biaisé ces tests parce que haut potentiel, c'est parfois pas toujours... on sait pas vraiment toujours contrôler ce genre de truc et parfois, j'avoue que je me suis mise un peu en mode compétition pendant ce test, donc j'ai tout fait pour le réussir. Oui. Le réussir dans le sens faire de mon mieux pour le test, et pas le réussir pour être reconnu TDA. Voilà. Donc voilà, elle m'a dit, il y a ça. Elle m'a quand même dit qu'il y avait quand même un fond de troubles de l'attention, donc TDA, troubles d'attention, HPO potentiel, au cas où vous ne connaîtrez pas les abréviations. Et donc, notamment, elle m'a dit d'éviter de faire plusieurs choses en même temps, parce que j'allais me déconcentrer, j'allais perdre le fil de ce que je faisais, et je risquais de faire des bêtises, donc voilà. Il y a aussi une forte suspicion d'hyperphantasie. Là, je vous laisserai regarder sur internet aphantasie et hyperphantasie. Mais le problème, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de test. Donc j'en ai parlé avec ma neuropsy, elle m'a dit clairement, oui, clairement, avec ce que tu me dis, pour moi, c'est clair, tu es hyperphantasique, mais il n'y a pas de test. Donc je ne peux pas te diagnostiquer et te faire un papier disant madame est hyperphantasique. Donc voilà, je suis neuroatypique, on est bien d'accord. Diagnostiquée neuroatypique. Je suis également diagnostiquée d'une maladie génétique rare et orpheline, qui est le syndrome d'Ehlers-Danlos, de type hypermobile. Même chose, je ne m'autodiagnostique pas, je suis passée devant une rhumatologue spécialisée dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui m'a fait passer différents tests. Je vais repasser devant un autre spécialiste pour évaluer tout simplement le degré d'atteinte, parce que malheureusement la rhumatologue que j'ai vue a déménagé, elle est partie ailleurs, donc je ne sais plus avoir de rendez-vous facilement avec elle. Mais donc voilà, je suis diagnostiquée d'un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, ce qui, au vu surtout de l'évolution de mon syndrome depuis tout ça, depuis toute cette histoire avec cet auteur, je commence à avoir des atteintes suffisamment sévères que pour maintenant faire une démarche de demande de reconnaissance du handicap. J'aime pas en parler parce que je n'aime pas me dire handicapée, mais là je me rends bien compte par exemple que je ne suis absolument plus en état physique, et je parle vraiment de physique, hein, pas de psychologique, pour faire un travail à temps plein par exemple. Et si je travaillais par exemple hors de chez moi, il me faut des aménagements de confort, parce que j'ai rapidement mal. Et quand je dis mal, je parle de dafalgan codéine pour calmer plus ou moins la douleur. Donc je ne parle pas de juste prendre un petit dafalgan et hop, merci beaucoup, ça va mieux. Donc du coup, sachant ça, pour en revenir à l'histoire des pucelles précieuses, s'il y a encore des gens qui se disent que je m'en prends à lui parce que je ne suis pas neuroatypique et que je ne suis pas handicapée, c'est faux. Je ne m'en prends pas à lui. Moi, tout ce que je veux, et c'est ce que veut Julie aussi, c'est obtenir justice. Et c'est vraiment important de comprendre ça, nous ce qu'on veut, c'est obtenir justice. Je vais aller plus loin, et je prends des risques en disant ça parce que vous comprendrez pourquoi plus tard, j'en parlerai plus tard. Mais je vais aller plus loin dans ce que je vais dire. Au bout de ces 4 années, parce qu'on en est quasiment à 4 années maintenant, oui, clairement, je suis en train de me poser de grosses questions, d'énormes questions, sur ce qu'il affirme, à savoir qu'il est diagnostiqué autiste. Ça m'appartient, c'est un avis purement personnel, je ne suis pas psy. S'il y a un procès, et j'espère qu'il y aura un procès, s'il y a une remise en question, ce seront à des experts et à des psychologues et à des psychiatres de confirmer son diagnostic, ou au contraire de faire la lumière si ce n'est pas un diagnostic d'autisme, si c'est autre chose. Mais moi, il y a des choses qui ne collent pas avec ce comportement, qui ne collent pas avec ce que je connais justement des personnes qui sont autistes, qui se disent, même si le terme maintenant n'est plus vraiment apprécié, Aspi, donc Asperger. J'ai toujours eu affaire à des personnes qui étaient honnêtes, profondément honnêtes, vraiment. Je dirais peut-être pas incapables de mentir, mais qui ont en tout cas le mensonge tellement en horreur que l'utiliser, c'est même plus du dernier recours à ce stade, c'est si on leur met le couteau sur la gorge et qu'elles n'ont pas le choix. Donc
C'est des personnes qui sont profondément épris de justice, qui n'aiment pas du tout l'injustice, etc. Et là, je reviens, moi, dans ma mémoire, avec tout ce qui s'est passé, et tout ce que j'y vois, c'est quelqu'un qui a menti. Pas menti par omission, c'était de vrais mensonges. Des mensonges qui étaient faits pour nuire. Je vais prendre un exemple qui est le plus flagrant pour moi. Il devait me payer mensuellement 100 €, je ne le cache pas. Il n'a jamais rien versé. Et je peux donner les preuves s'il y a des gens qui ne croient pas. Je m'en fous à la limite. J'ai vraiment rien à cacher à ce niveau-là. J'ai pas envie de me justifier. Je ne justifierai. Il ne m'a jamais payé 100 € par mois. Jamais. Il a fait un versement de 100 €, point. Mais il a affirmé à Julie, à plusieurs reprises, qu'il me payait. Or, Julie et moi étions en relation de travail. Mettez-vous 2 minutes dans la situation de Julie. Imaginez... je vais prendre un exemple encore plus simple. Imaginez, voilà, vous avez des travaux à faire chez vous. Vous allez chercher un entrepreneur. Vous dites, il est bien, il est cool, vous l'avez rencontré, il est chouette, il a l'air de vraiment bien connaître son métier, c'est super cool, vous allez faire du bon boulot avec. Et puis, il y a une personne qui vient vous trouver en disant, ouais, fais gaffe quand même, parce que le gars-là, je l'ai payé, mais il a jamais fait son boulot. Vous allez faire quoi, concrètement, en entendant ça? Vous allez faire quoi? Vous allez changer d'entrepreneur? Ça me semble logique. Et si maintenant vous apprenez que la personne qui vous a dit ça vous a menti, vous n'allez pas être un peu en colère? Lui demander c'est quoi son but? Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Julie, lui et moi. Il a dit à Julie que moi, en tant que personne professionnelle qu'il avait engagée, qu'il avait payée, je ne faisais pas mon travail. Face à une autre personne professionnelle, avec qui j'ai été en contrat. C'est peut-être un contrat de stage, mais ça reste un contrat. C'est pour ça que, rien que pour déjà ce détail, ce mensonge, cette volonté de nuire, ça ne colle pas, pour moi, avec tout ce profil neuroatypique. Pas celui auquel il prétend, en tout cas. Et je m'en fous si on me dit que je fais des diffamations, c'est juste mon sentiment à moi. Je suis pas en train de l'accuser, je suis en train de dire, ça ne colle pas. Il y a des choses qui ne collent pas pour moi et qui me perturbent, et c'est pour ça que j'en parle. Parce que ça me perturbe. Il m'a diffamé aussi, même si c'est pas encore passé en justice, mais ça c'est une question de temps maintenant. Je suis en contrat de stage avec Julie, il a été trouvé Julie, il a tout fait pour que Julie rompe son contrat de stage avec moi. Notamment donc en disant que je ne faisais pas mon travail, qu'il me contactait et que je ne lui répondais pas, ce qui était faux. Il a coupé les contacts avec moi en juillet, je ne sais même plus à quelle date, peut-être le 15 juillet, ça je ne sais plus exactement, 15 juillet 2018, et je n'ai plus de ses nouvelles jusqu'au mois d'octobre. Et quand je dis que j'ai plus de ses nouvelles, j'ai plus un seul message de sa part jusqu'au mois d'octobre. Mais lui disait qu'il me contactait, je ne répondais pas, je le niais. Il a donc tout fait pour que Julie rompe son contrat de travail, son contrat de stage avec moi, qu'elle le transfère à quelqu'un d'autre, ce qu'elle ne peut évidemment pas faire en tant qu'employeur. Hein. En tant que patron de société, on ne fait pas ça. C'est juste pas possible de rompre un contrat, sauf faute grave dans l'entreprise même, mais pas comme ça parce que quelqu'un va dire du mal. Mais il a quand même continué en rajoutant un petit détail que beaucoup de gens ont certainement lu, mais que voilà, son côté où je ne peux pas m'empêcher de bitcher un coup, mais elle se dit artiste, elle n'est rien, et il y a 25 millions de fois plus douée qu'elle. C'est pas ces mots exactement, mais c'est grosso modo l'idée. Je comprends pas cette attitude, vraiment, je crois que c'est le pire, en fait, qu'il me reste vraiment le truc en travers de la gorge, pas que ça. Autre chose qui me rend dingue dans toute cette histoire, et si j'ai l'air décousu, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que c'est vraiment, je suis en train de relater des faits, pour que les gens comprennent à quel point ce qu'il a fait a été violent. C'est vraiment violent ce qu'il a fait. Les mots qu'il a eus sont extrêmement violents, extrêmement destructeurs. J'insiste vraiment sur ce mot, c'est destructeur. C'est quelqu'un qui se dit bourré d'empathie. Fin juin 2018, j'ai un ami de longue date qui est décédé.
Ça a été brutal parce qu'on n'a pas été au courant de quoi que ce soit. J'ai eu un de ses contacts, une de ses amies qui est venue me trouver, qui me dit tu connaissais machin, j'ai pas envie de donner son nom. Tu connaissais machin? Je dis oui, ah bah il est mort. On l'enterre tel jour, telle heure. Désolée. Il a dit à Julie, je sens du bullshit un peu. Waouh, ça c'est de l'empathie. Le gars qui est mort, c'est quelqu'un que je connaissais depuis des années. On a fait du jeu de rôle ensemble, des tables de jeux de rôle ensemble. Je me souviens d'une soirée parano. Imaginez à quel point ça remonte. Soirée parano, cave de Cornillon à Liège, où on a fait passer la soirée ensemble et... C'est du bullshit. Je sens du bullshit un peu. Je savais pas à l'époque aussi que j'étais atteinte du syndrome des nerfs dans l'os. Ça, je l'ai appris en 2020, même si j'ai fait diagnostic en 2020. En pleine pandémie, hein, c'était facile. Je vous raconte pas. Bref. Mais j'avais déjà des problèmes de santé à l'époque, et notamment, début juillet de cette année-là, en 2018, il a fait très chaud. Et j'ai commencé à faire des migraines de chaleur. J'étais vraiment, vraiment malade. Pas bien du tout. Quelqu'un qui a déjà fait une vraie migraine sait de quoi je parle. C'est un truc qui vous prend, qui vous vrille le cerveau. Vous avez beau prendre des trucs, ça ne passe pas. C'est la nausée, c'est impossible d'avoir de la lumière dans les yeux. C'est le moindre bruit, vous avez l'impression que ça résonne dans votre tête et que vous avez presque des épines qui vous rentrent dans le cerveau. C'est infâme. J'en fais pas souvent des migraines comme ça, heureusement, mais quand j'en fais, elles sont belles. Et la même chose aussi, il a sorti que c'était du bullshit. Quelle empathie. Non, mais c'est bien, hein, je veux dire, pour quelqu'un comme ça. Voilà, ça c'était ma relation de travail avec lui. Je vais pas faire le détail, parce que je vous dis, si vous voulez vraiment avoir le détail avec nos témoignages à Julie, à moi, tout est sur internet, et je vous mettrai les liens de toute façon ici en description, parce que je crois que c'est important. Dans les choses aussi qui ne collent pas, encore une fois, avec son diagnostic, on s'est pris la tête en octobre. Je n'ai plus la date, mais je sais que nous avons été mis au courant fin de l'année 2021 par Patricia. J'en reviendrai sur elle plus tard, mais en gros, elle nous a envoyé des captures d'écran qu'il lui avait envoyées à lui, dont notamment des plaintes. Et il faudrait que j'en vérifie les dates, mais je suis quasiment sûre de ce que j'affirme. Il a porté plainte contre nous alors qu'on venait de se disputer. Et c'était juste une dispute, un malentendu, à la limite, plus qu'un malentendu, d'accord, une dispute, franchement, il y avait... Julie ne voulait plus travailler avec lui, on était en train de se rendre compte de tout ce qui se passait, on était en train de discuter, Julie et moi, de ça, donc... Mais ça s'est fait sur un très court laps de temps, et avant même que Julie ne rompe officiellement son contrat avec lui, parce qu'elles étaient en contrat, hein, ils avaient signé un contrat, et j'ai vu le contrat signé, donc on peut pas venir dire que Julie aurait inventé un contrat qui n'existe pas. Donc on appelle ça le contrat de Schrödinger, hein. selon la source, il n'existe ou il n'existe pas. J'ai vu ce contrat, donc je sais très bien que, avant même qu'elle ne l'ait officiellement rompu, donc via un mail officiel, ou je crois que c'était un courrier recommandé, je ne sais plus comment ça s'est passé, avant même ça, il avait déjà porté plainte contre Julie et contre moi, pour abus de confiance et escroquerie. Vous vous rendez compte de la gravité de ce truc? On en est juste à un moment où on s'est pris la gueule, où on s'est engueulé, et il avait déjà porté plainte. À quel moment quelqu'un de droit dans ses bottes fait ça? À quel moment? Encore un autre truc qui me met encore en colère aussi, et le problème c'est que ça fait 4 ans que c'est un marasme entre de la colère, entre ce sentiment d'injustice, entre le fait que nous sommes les victimes et qu'on s'en prend mais plein la gueule depuis 4 ans, je suis honnête. Je lui ai formellement interdit d'utiliser mes illustrations, donc j'ai fait 2 illustrations pour lui. Il n'y a pas eu de contrat de cession de droit, j'insiste vraiment là-dessus. Quoi qu'il puisse dire, il n'y a pas de contrat de cession de droit. Si vous le connaissez et qu'il vous a montré un contrat qui se nomme RPI, ce n'est pas une cession de droit. Ce n'est même pas un contrat en fait, et ça c'est le pire dans toute l'histoire parce que vous n'êtes pas au courant, parce que vous ne pouvez pas connaître ce fonctionnement du RPI.
Le RPI, ça s'appelle du régime de petites indemnités. C'est juste une note de frais. Une note de frais. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat de vente. Et ce n'est absolument pas ce qu'on appelle un contrat de cession de droit. Donc il n'a jamais eu les droits d'utiliser mes dessins comme bon lui semble. Je lui avais prêté jusque-là gentiment parce qu'on était en très bons termes, enfin c'est ce que je pensais. Mais à partir du moment où il a été balancé qu'il y avait 25, oh là là, ça me perturbe tellement. Il y avait 25 millions de fois plus doué que moi. Et ben je me suis dit, bah écoute mec, tu trouveras 25 millions de fois plus doué que moi pour te refaire ta photo de profil et ta bannière Facebook. Je vois pas pourquoi il continuerait à utiliser mes images, alors que clairement, je suis pas la plus douée. Bah, trop plus douée. Ça me semble logique. C'est un petit peu... Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me semble logique, quoi. Eh bien, il a refusé, littéralement, d'observer la loi. Et ça, c'est la loi, hein. Je parle pas d'illégalité, d'autre chose que de la légalité. Il a refusé, tout simplement. Il m'a envoyé chier, il a continué à utiliser mes illustrations, il les a laissées sur Facebook, il les a mis sur Instagram, il les a mis sur YouTube, sur quoi d'autre aussi, sur Twitter, il les a envoyés à je ne sais pas combien de blogs dans lesquels il a interviewé, hein. Ce qui veut dire donc que c'est un usage promotionnel, donc un usage non pas privé, mais bien un usage professionnel, et donc non, il ne pouvait pas le faire. Et donc, qui est-ce qui a dû se prendre le chou à devoir faire des dénonciations partout parce qu'il ne voulait pas écouter ce que je lui demandais? C'est moi. Mais après, il ira se plaindre sur un blog en disant que nous ne voulons pas discuter avec lui. Oui, il nous a bloqués partout. On ne voulait pas discuter avec lui, non, on n'aurait pas pu. C'est pas qu'on n'aurait pas voulu, c'est qu'on n'aurait pas pu. De toute façon, il nous a bloqués partout et juste après, il a porté plainte contre nous. Quelle discussion vous voulez qu'il y ait à ce stade-là? C'est bien de balancer comme ça que on l'a accusé de ceci, qu'on l'a accusé de cela, compagnie, on n'aura pas pu, on n'aurait rien pu faire en fait, on a été bloqué de partout. Donc tout ce qu'on a fait en fait à partir du moment où tout est parti en sucette et où on a commencé à avoir des retours aussi négatifs sur nous, de la diffamation sur nous, et tout ce qu'on a fait c'est ce qu'on appelle un droit de réponse. On a répondu aux attaques qu'on nous a balancées à la tronche. Et c'est tout ce qu'on a fait depuis le début, un droit de réponse. Ce que je fais ici, c'est même plus un droit de réponse à ce stade-ci, je suis éreintée, je suis vraiment vidée de cette histoire, j'en ai vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol. Je vous dis, c'est un ensemble de colère, il y a une part de désespoir, il y a une part d'inquiétude aussi, parce que je ne suis pas la seule touchée par les faits. Il y a Julie. Julie, elle va pas bien, ça m'inquiète énormément, j'arrête pas de m'inquiéter pour elle, elle le sait, je sais bien, si tu me regardes Julie, tu sais, t'es pas ma jumelle pour rien. C'est pas ma jumelle de sang pour ceux qui l'ignorent, mais on est comme deux sœurs jumelles quand on voit notre fonctionnement, donc voilà. Alors, au niveau des plaintes, il s'est pas arrêté là, hein, non, il est tellement, on a été tellement nous mauvais qu'on n'a jamais porté plainte contre lui, par contre il a porté plainte 3 fois contre nous. Waouh. Sur 1 an de temps, je pense. Donc il a porté plainte contre nous en octobre 2018, alors qu'on venait juste de se prendre le chou avec lui. Puis, comme ça a été débouté, forcément, il a reporté plainte, je pense, au tribunal du travail. Ça a aussi été débouté, parce que pour porter plainte au tribunal du travail, il aurait fallu qu'entre lui et nous, il y ait un lien de subordination, ce qui n'a jamais été le cas. Il n'a jamais été notre employeur, mais il n'a jamais été notre employé non plus. C'est ça, un lien de subordination. Hein. En gros, pour nous, c'était un client. Et donc, dans le cadre d'un problème, effectivement, de contrat client, on ne va pas au tribunal du travail. Je crois que le pire qu'on puisse aller, c'est au tribunal du commerce. Bon, merci en plus pour connaître la loi, hein, pour s'être renseigné sur le sujet. Bref, donc ça aussi, ça a été débouté. Et puis, il a encore porté plainte en août 2019, pour diffamation et calomnie. Voilà. Donc, oui, alors, on est des méchantes, hein. Ouh là là, oh, qu'est-ce qu'on l'a harcelé, ouh là là. Waouh. T'as jamais porté plainte contre lui, mais alors, lui par contre, quel harcèlement. Quel traumatisme nous lui avons fait subir. J'ai donc été appelée par la police, ça fait très plaisir. Parce que quand même, diffamation, calomnie, c'est une plainte pénale, hein. Je dis ça comme ça, je dis ça, j'ai rien. Et donc, face à la police, j'ai dû me défendre. Heureusement, je suis tombée sur un policier qui a lu tout le dossier. Je crois qu'il a envoyé 47 pages, le dossier. Hein, oui. Moi, je suis avec mes pauvres 10 petites pages,
d'explications, en me disant j'ai quand même préparé un petit peu le truc pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé, comment on en est arrivé là. Il y a 47 pages, je crois, ou si pas plus, peut-être plus, hein, j'en sais rien, mais il a tout lu, le policier, la personne qui m'a reçu, il a tout lu. Il m'a écouté, il m'a pris ma plainte, parce que j'ai reporté plainte, enfin porté plainte, non, j'ai répondu à la plainte, donc c'est pas vraiment que il m'a pris ma plainte, il a pris ma déposition, voilà, excusez-moi, le terme correct c'est il a pris ma déposition. Et puis l'homme de loi qui était là aussi m'a dit en aparté, c'est pour ça que la personne de loi, donc c'est même pas un homme, peu importe. Il m'a dit en aparté, et ça j'oublierai pas. C'est pas lui la victime, madame, c'est vous. T'as un homme de loi qui te sort ça, alors que tu s'en prends plein la gueule depuis 1 an déjà. Wow. J'ai été entendue par lui, je pense, bah c'était fin 2020. Ouais, parce qu'il faut du temps pour que la justice se mette en route, ça a pris plus d'1 an et demi. Bon, avec le Covid qui était pas évident. Donc. Voilà. Bon, je sais, c'est ceux qui suivent, là, ils doivent être en train de se dire « Ouais, enfin, c'est encore des mensonges, puis vous allez encore... C'était quoi encore? Qu'est-ce que vous avez dit qu'on aggrave notre cas en parlant de l'histoire ?» Et donc, quand une nana se fait violer et qu'elle parle de son viol, elle aggrave son cas. Vraiment. Vous en êtes là. Vous saviez, vous tous qui le suivez, qui écoutez ces mensonges et qui ne venez pas en fait faire la part des choses, parce qu'à la limite, vous avez le droit d'écouter ce qu'il raconte, mais venir nous accuser en écoutant, en gobant absolument tout ce qu'il vous dit, c'est juste stupide. Déjà, il faut savoir que quand il dit qu'il est au tribunal contre nous, c'est faux. Avoir porté plainte ne fait pas de lui, enfin ne lance pas l'affaire d'office au tribunal, il y a une enquête qui se fait avant, et l'enquête elle est menée par le procureur du roi. Okay, quand l'enquête est finie et qu'effectivement on se rend compte qu'il y a un gros truc qu'il va falloir vraiment aller beaucoup plus loin, là il y a une enquête qui va se faire, enfin il y a un procès qui se fait au tribunal. On n'en est pas encore là, hein, on en est encore très très loin. Hein. Je vais dire, l'affaire n'est peut-être pas classée de sa dernière plainte là dans d'août 2019, mais on est encore très loin d'être au tribunal. Il a juste porté plainte, c'est tout ce qu'il a fait pour le moment. Donc faut déjà arrêter avec ces termes juridiques de il est au tribunal, c'est faux. Ça déjà c'est une chose, c'est totalement faux. Je veux dire, vous vous rendez quand même compte que vous écoutez donc absolument tout ce qu'il vous raconte. C'est quand même un gars qui a traité les victimes d'agressions sexuelles qui parlaient de leur agression sexuelle, il les a traités d'opportunistes. Il y a pas un problème là. C'est le gars qui se disait entouré de vagins en parlant de nous, de son équipe de personnes qui l'entouraient pour son travail, enfin pas pour son bouquin, parce que nous étions toutes des femmes, nous étions des vagins. C'est le gars qui a aussi balancé qu'il ne croyait pas aux personnes non-binaires et qu'il a traité, je crois, les LGTB ou les LGTB, les LGBT, peu importe le sens des lettres, hein, désolé, je suis vraiment out. Il les a traités de Pokémon. Waouh! On parle d'un type qui se dit empathique. Ok? Et là, il renvoie déjà les victimes de viol à des opportunistes. Il traite les LGBT de Pokémon. Il dit je ne crois pas aux non-binaires et aux gens qui n'ont pas d'identité de genre. Waouh! Putain, quelle empathie, quoi! Il traite les femmes de vagin. Ah, il est pas le seul, hein, son avocat, il a fait pareil, hein. Pour son avocat, on est limite des hystériques, hein. Alors que lui, le pauvre, il est traumatisé. Oh, dans quel état est-ce qu'il est? Je suis suivie par une psy, hein, pour toute cette histoire, c'est dire à quel point il est traumatisé, quoi. Voilà. Hein. Donc, je m'en fous que des gens le suivent, c'est pas vraiment le problème que des gens le suivent. Le problème, c'est que c'est ce côté d'aveuglement, quoi. C'est ce côté... on va même pas essayer d'écouter la part des choses, c'est non. C'est une victime autiste handicapée, victime de 2 vilaines femmes. Et donc, parce que il est neuroatypique handicapé, ce qu'il a fait aux autres ne compte pas. En quoi sa neuroatypie
vaut-elle mieux que la nôtre? Oui, parce que Julie aussi est neuroatypique. Et elle souffre aussi de divers handicaps, donc il est au courant. Moi encore, il peut dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'effectivement, j'avais pas encore les diagnostics à l'époque, d'accord, ok, pas de souci. Julie est au courant de pas mal de choses. Je parlerai pas en détail de ce qu'elle a, parce que ça me concerne, enfin, je n'ai pas à dévoiler sa vie privée, mais je ne pense pas à dévoiler quelque chose en disant qu'elle est neurotypique et qu'elle est dans le secteur LGBT. Donc c'est quand même violent d'avoir balancé ce qu'il a balancé à Julie sur les LGBT qui sont des Pokémon, quoi. Je vous dis honnêtement, les conséquences de cette affaire ne sont pas encore finies. Les conséquences psychologiques sont phénoménales. On nous nie constamment notre statut de victime. Nous ne sommes pas des victimes. Ça s'appelle du victim bashing, hein. C'est de notre faute. Ce qui nous est arrivé, c'est de notre faute. Hein, tu t'es fait violer, c'est de ta faute et t'habilles trop sexy. C'est ça, victim bashing. Et c'est ce qu'on vit, en fait, depuis 4 ans, littéralement. C'est ça, c'est le déni de nos droits. Je voulais savoir ce qui me fout, par exemple, en colère. Nous n'avons aucune aide de la justice pour régler ce problème. J'ai payé un avocat 150 € juste pour faire une mise en demeure à ce type. La mise en demeure, en gros, c'est un document qui dit clairement que l'auteur est coupable de ce qu'on appelle contrefaçon, donc l'utilisation sans autorisation de mon travail. Il est coupable de ne pas avoir cité mon nom lors du partage de mon travail. Petit coucou à la nana du blog qui m'a balancé que oh, ce que je peux faire pour mettre tout le monde d'accord, c'est citer votre nom sur mon blog. Connasse. Excusez-moi, hein, mais connasse, tu sais qu'en fait, à la base, c'était même pas quelque chose que tu me faisais comme une faveur, c'est une obligation légale. Tu devais citer mon nom sur ton blog. Alors ce qui est très chiant en fait, c'est que comme tu es auteur, tu es censé connaître la loi du droit d'auteur. Donc c'est encore plus chiant pour toi pour expliquer pourquoi tu n'as pas fait ce que la loi t'imposait de faire. T'inquiète pas, tu feras partie des personnes citées au procès, parce que procès il va y avoir. Je suis désolée. Hein. Nous on ira jusqu'au bout. Je sais pas ce que ça va nous coûter, ça va probablement coûter certaines de nos vies, mais on ira jusqu'au bout. Et c'est un message aussi pour toi si tu me regardes, l'auteur. Donc l'absence de défense au niveau de la loi, ça a été très compliqué d'avoir, ne serait-ce que déjà avoir un avocat qui intervienne et qui dise oui effectivement, il a dénié vos droits d'auteur, nous allons intervenir. Donc l'avocat est intervenu, a écrit une lettre à son avocat à lui, un courrier, un mail, hein, disant clairement voilà il y a ça, donc votre client est coupable de ça, et il doit à titre de dédommagement à ma cliente 3200 €, un petit peu plus des poussières. Ça fait 2 ans, j'attends toujours. À part ça, il a déclaré partout qu'il avait tout payé avec indemnité. Moi, j'ai la lettre de mon avocat qui me dit qu'il n'a rien payé. Hein. Alors, je doute fortement que mon avocat me mente. Du coup, l'honnêteté, l'empathie, je le vois pas. Hein. Moi, personnellement, jusqu'à présent... ce dont il se targue, je ne le vois pas. Les qualités qu'il se prévaut, là, je les vois pas. Ça, déjà, c'est pénible. Ce qui est pénible aussi, c'est la diffamation constante. Oh non, mais c'est constant, hein, je veux dire... je crois qu'il n'y a pas un mois où je tombe pas sur... ah, au fait, tu sais, j'ai eu ça, tiens, j'ai trouvé ça, machin, compagnie. J'ai des témoignages qui ont commencé à tomber à gauche, à droite. Des choses sur lesquelles je suis tombée aussi de moi-même. Je vais passer les détails, mais bon... il a déjà commencé, je vais dire, très rapidement, puisque quand je parle d'un blog sur lequel il a fait ouin-ouin en disant « Oh, on ne me parle pas, on refuse que je pose des questions, de répondre à mes questions, et voilà, bah ça, c'était typique de sa diffamation. Bon. Le coup de balancer partout qu'il est au tribunal contre nous, ce qui est totalement faux, ou il n'est toujours pas au tribunal contre nous, sinon je le saurais. Et ça me ferait d'ailleurs très plaisir d'être au tribunal contre lui, ben en fait c'est totalement faux du coup, donc qu'est-ce qu'il a encore balancé? Que je le stalk, hein, oui, je le suis, bah oui, j'ai que ça à foutre de ma vie, tiens, fait, sérieusement, tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre de ma vie de te suivre partout sur les réseaux sociaux, mec? Sérieusement?
Tout ça parce que je suis sur un même serveur Discord que toi. Waouh! Et guess what? Le serveur Discord, c'est pour les exposants. Et qu'est-ce que je fais de ma vie? Et tu le sais, j'expose. Et t'as été balancé au modérateur du serveur que je te stalkais. Ça va dans ta tête? Sérieusement? Ça va... T'es pas le centre de ma vie, hein? Encore heureux, d'ailleurs. Par contre, toi, tu me rappelles bien que t'es là. Ça, y a pas de souci. Même quand on a fait en sorte d'essayer de passer à autre chose, d'oublier ces conneries, il y a toujours eu un moment ou un moyen de nous rappeler que t'étais là. C'est incroyable, quoi. C'est extraordinaire, cette volonté de ne pas se faire oublier, quoi. Il n'y a pas un moment donné où quelqu'un s'est dit, mais tiens, mais si tu leur foutais la paix, tout simplement, tout serait réglé. Si t'arrêtais d'utiliser les dessins de la nana, là, bah, tout serait réglé, je te foutrais la paix. Bah oui, clairement, je t'aurais foutu la paix. C'est tout ce que j'ai demandé depuis pendant 4 ans, c'est tout ce que j'ai demandé. Arrête d'utiliser mes putains de dessins. Mes dessins sont toujours sur Facebook. Ah, ils sont pas en photo de profil, c'est vrai. Ils sont pas non plus en bannière, c'est vrai. Ils sont toujours publiquement diffusés sur ta page Facebook. Ton profil, j'en sais rien, j'ai plus accès. Tu m'as bloqué. Lol. Tu t'es pas dit, tiens, plutôt que de continuer à m'enfoncer dans ma connerie, ce que je vais faire, c'est régler les problèmes, je vais arrêter d'utiliser ces dessins, voilà, je trouverai quelqu'un d'autre pour faire une belle photo de profil, pour faire une nouvelle bannière qui ne sera pas toute foireuse, parce qu'avec tout ce que tu m'as fait chier avec ta bannière, ça aussi c'était épique, mais je vais même pas revenir sur le sujet. Et c'était réglé. C'était réglé. C'est tout ce que j'ai demandé. Tu t'es pas dit non plus, tiens, en rompant le contrat avec Julie, on va essayer de trouver un arrangement pour qu'au moins, bah, ça ne me poursuive pas pendant des semaines, des mois et compagnie, mais non. Bah non. On a continué, hein, bien s'obstiner comme ça, bien continuer à s'enfoncer dans ces torts, parce que là, pour le moment, c'est ce que tu fais, c'est t'enfoncer dans tes torts, et au lieu d'essayer de trouver une solution amiable, parce que c'est ça le pire, c'est ça qui me va loin, on est en train de nous accuser, de nous acharner sur lui, nous avons toujours demandé une fucking solution à l'amiable. C'est tout ce que nous avons fait. Tous les courriers que nous avons envoyés dès 2018 étaient toujours dans le but d'une solution à l'amiable. Revenez vers nous, qu'on trouve une solution. Si tu veux continuer à utiliser mes dessins, ok, mais il faut maintenant que tu me payes une cession de droit. Sinon, tu arrêtes. Et même Julie, quand elle est venue en disant « le contrat est rompu, normalement, selon les termes du contrat, tu me dois autant, mais on peut trouver une solution à l'amiable. » Ah, et pour ceux à qui il a raconté que c'était 160 000 €, c'est totalement faux aussi. Les chiffres du contrat, je les ai pas sous la main maintenant, et j'ai pas envie de donner un faux chiffre, mais c'était pas 160 000 € du tout. Ça aussi, hein, balancer aussi des chiffres comme ça, alors qu'on n'a même pas la preuve de ces chiffres sur un contrat, c'est sans commentaire. Mais à chaque fois qu'elle a envoyé un mail, et j'ai les mails, elle me les a envoyés en copie, parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu trouves que ce que j'ai écrit est correct? Juste pour être sûre, parce que évidemment, comme on est toutes les deux neuroatypiques, on se remet en question constamment, en plus. Donc c'est une torture supplémentaire de toujours être en train de se dire, est-ce qu'on est sûr que, est-ce qu'on est sûr que, est-ce qu'on est sûr que? Et heureusement qu'il y a des gens autour de nous qui nous rassurent en nous disant, non, vous avez raison. Mais je crois que c'est ça le plus aberrant dans l'histoire, c'est que on a demandé dès le départ tout ce qu'on voulait, c'est que cette affaire soit terminée derrière nous. Mais non. La personne qui a continué finalement ces conneries, c'est pas nous. Ça n'a jamais été nous. Ni Julie, ni moi. Alors du coup, qu'on est en train de nous traiter comme si nous étions des harceleuses, des stalkeuses, et je ne sais plus quels autres trucs il a balancé, des menteuses, des escrocs et compagnie, mais non. Tout ça aurait pu être fini en 2 mois. Maintenant, ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans. 4 ans. On aurait pu régler ça en 2 mois. 4 ans que ça dure. Mais c'est nous les méchantes. C'est nous qui nous obstinons. Bah non, nous on a juste demandé que nos droits soient respectés. Julie a demandé que son contrat soit respecté. Et un contrat à la base, quand on le signe, on le respecte, hein, jusqu'au bout. Je veux dire, généralement, quand on fait un contrat d'électricité et qu'on paye pas l'électricité, eh ben on se prend l'électricité sur le cul, non seulement on coupe l'électricité, mais on réclame les impayés. C'est normal. Ou s'il y a un contrat, vous respectez ce contrat, et si vous le respectez pas, ben vous savez que vous avez des conséquences. Ben, la même chose pour Julie. Elle a fait signer un contrat, il n'a pas été respecté, ben il faut accepter les conséquences, il faut prendre les conséquences de ses actes. Et c'est la même chose pour moi.
Et au final, toute cette histoire, et c'est ça qui me rend dingue, et qui me rend malade, mais vraiment malade physiquement, c'est que ça aurait pu être réglé depuis des années, et non, ça continue. Et pire que tout, les gens prennent parti pour lui et viennent nous traiter, nous, comme étant les agresseurs. Comme si nous étions celles qui avons provoqué le violeur en nous baladant en mini-jupe. Et non, les gars, faut arrêter ça. Hein. On a toujours appelé aux discussions à l'amiable. Même quand son avocat est venu, on a essayé de régler ça à l'amiable. Putain, quoi, sérieux. Son avocat est débarqué en 2020, début 2020. J'ai attendu 2 ans pour contacter moi un avocat. Pour faire respecter mes droits. Un petit peu moins de 2 ans, donc un an et des poussières. Donc. Je crois que c'était en juin 2020, donc on était plus d'1 an et demi, presque 2 ans, mais on n'était pas encore 2 ans. Et voilà, pour des gens qui le harcèlent, putain, quoi, waouh. J'aurais pu aller chercher mon avocat beaucoup plus tôt, hein, je veux dire, l'avocat, c'est pas le premier qui dame, j'ai pas ouvert le bottin et pris le premier qui passait, j'ai été voir la Smart en demandant une aide de la Smart, puisque je suis à la Smart, et c'est la Smart qui m'a donné cet avocat. Et c'est nous les méchantes. On a juste demandé à ce qu'on respecte nos putains de droits. Est-ce qu'on doit être coupable de demander que justice soit faite et soit respectée? Et c'est ça qui me tue actuellement. C'est de me dire tout le monde prend parti pour lui, tout le monde est en train de dire « Oh là là, les vilaines pucelles précieuses !» Oui, parce que pucelles précieuses, ça vient de lui. Hein. Si vous ne saviez pas, c'est lui qui nous appelait comme ça. « Oh là là, ces vilaines pucelles précieuses, oh là là !» Elle s'acharne. On s'acharne pas. Il avait toute l'attitude pour tout arrêter. Il l'a toujours eu. C'est lui qui a persisté. Ça, faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Et toi aussi, hein, si tu me regardes, et ça me ferait presque plaisir que tu me regardes, toi aussi, mets-toi ça bien dans la tête. Tu as toujours eu la possibilité de tout arrêter. Venant de moi et venant de Julie aussi. Au niveau des conséquences, on est dans un état... Je m'inquiète pour mon ami, je m'inquiète pour Julie, je m'inquiète pour d'autres personnes. On a découvert qu'il avait agi de la même manière avec d'autres personnes, dont une propriétaire de forum, qui a été tellement mal qu'elle a failli se suicider. Waouh. Et finalement, je sais ce que je suis en train de me dire, que pour la justice se fasse, il va falloir que quelqu'un se suicide. Qu'une des pucelles précieuses se suicide. On en est là. Hein. J'ai pas peur de le dire, on en est là. Pas moi. Moi, ça va encore. Mais par contre, je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui arrive à Julie... Vous avez déjà vu, hein, Namstaff? Sa mort, ça lâche pas. Moi, je suis pire. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas un seul moment. Je viens de me taper 4 ans de syndrome de l'imposteur avec ce qu'il a balancé à Julie. Elle se dit artiste, elle n'est rien. Je m'en foutais qu'il y avait des gens plus doués que moi. Je le sais qu'il y a des gens plus doués que moi. Vous croyez franchement que j'ai un melon comme une pastèque là et que je me dis ah non, je suis la meilleure de tous. Non, non, je sais très bien qu'il y a bien meilleur que moi au niveau dessin. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Comme ça, j'ai encore des gens que je peux admirer. Des gens que je peux me dire waouh, je veux dessiner comme lui. C'est génial. Je suis ravie qu'il y ait des gens plus doués que moi. Je ne demande que ça. Mais me balancer que je suis pas une artiste? De quel droit tu me dis ça? Mais de quel droit t'as osé me dire ça? De quel droit tu m'as littéralement bouffé mon moral et mon estime de moi pendant 4 putains d'années? Mais t'es qui pour te permettre de dire ça? T'étais même pas édité à ce moment-là. D'ailleurs, tu l'es toujours pas, t'es en auto-édition. Les maisons d'édition dans lesquelles tu as postulé t'ont refusé. Et tu viens me juger, moi, de ma qualité d'artiste? Et mec, moi j'ai exposé, hein. 2 fois au musée d'art fantastique de Bruxelles. Ça va? Ok. Et j'exposerai certainement encore. Et il n'y aura pas qu'à cet endroit-là d'ailleurs non plus. Quel droit t'as pu me dire ça? De quel droit t'as pu me provoquer des crises de art block, des moments où j'arrivais même plus à dessiner? Dessiner, c'est ma vie, quoi. De
créer, c'est littéralement c'est mon moteur, c'est le truc qui m'aide à me lever le matin. De quel droit la pression que t'as mis sur mes épaules et sur celle de Julie, et tout ce victim bashing que vous faites, vous les gens qui le suivez, qui continuent à le suivre et qui continuent à marcher dans son truc, et à vous dire oui, on va faire comme lui, c'est une excellente idée, continuons à harceler ces pauvres pucelles précieuses. Mais de quel droit vous faites ça? De quel droit vous pouvez vous permettre de faire ça, et de ne pas prendre conscience à un moment donné des répercussions que ça a sur nos vies? Vous croyez que je suis contente, moi, parfois, de devoir me shooter au Dafacan codéine tellement je crève de mal? À cause du stress que vous me donnez? Vous croyez que je suis contente de me lever, de penser à Julie et de m'inquiéter à crever pour elle? Vous croyez pas que j'ai autre chose à foutre de ma vie? Sincèrement? Que de me battre contre des moulins à vent, parce que c'est ce que vous êtes, c'est des moulins à vent, vous brassez du vent. De toute façon, les choses vont être bien claires maintenant, et je vais conclure cette vidéo sur ça. Et je vais même aller plus loin à partager cette vidéo, parce que je trouve ça inadmissible que quelqu'un puisse agir comme ça, puisse agir en toute impunité, et se faire passer pour la victime, alors que dès le début, il avait toutes les cartes en main pour éviter tout ça. Pour éviter ces 4 ans d'enfer. Ça n'a pas dû être très heureux pour lui non plus, hein. Ça doit pas être très joyeux non plus pour lui, et ça va pas l'être dans les prochaines années non plus, ça je peux vous le dire. Il aura fallu tout ça. Il aura fallu la rencontre avec Patricia. Patricia Giroux, qui est une femme extraordinaire. Que je fais d'ailleurs coucou, c'est manqué à ma vidéo, j'espère pas parce que je suis pas sûre que ce soit très agréable à regarder pour elle non plus. Qui est en contact avec cet auteur. Et qui est venue nous raconter toute la diffamation qu'elle a fait sur nous. Tout ce qu'elle a dit sur nous. On a tout entendu, tout vu, tout lu. Ouais. Il aura fallu ça. Il aura fallu le contact du modérateur du groupe Les Exposants Amateurs. Il a été balancé que je le stalkais. L'affaire est au tribunal. Il aura fallu qu'il dise à quelqu'un qu'il avait tout payé avec supplément. Je les attends toujours mes 3200 €. Je te rappelle que tu as levé 2 crowdfunding de plus de 3500 €. T'aurais pu me les payer. Même si tu l'aurais fait en plusieurs fois, t'aurais pu me les payer. Tu pourrais toujours me les payer. Mais non, hein. C'est plus simple de dire qu'on est la victime, qu'on n'est pas coupable. La diffamation, enfin la diffamation, pardon. Pas la diffamation. Désolée. L'usage de mon travail, il est acté. Tu es coupable de ça. Ok, c'est acté par un avocat. Ton avocat n'a pas contredit. Ton avocat n'a pas dit « Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites de mon client est faux. » Ton avocat, il n'a rien dit. Parce que ton avocat, il sait que t'es en tort. Ok. Donc je peux te dire que tu es un contrefacteur, et tu ne peux pas dire que c'est de la diffamation. Parce que c'est acté par un avocat, et que ton avocat n'a pas contesté. Ok. Donc ça, tu te le mets bien dans le crâne et t'arrêtes de m'attaquer là-dessus. Par contre, moi, je t'ai attaqué pour diffamation. J'ai été porté plainte. Ok. Je suis pas la seule à avoir porté plainte, Julie a fait pareil. On a fait comme toi, on a monté un gros dossier. Gros dossier. Bien épais comme ça. Et comme on s'est dit que on allait faire ça bien, j'ai porté plainte, moi, dans mon commissariat, dans ma ville, avec le dossier. Et on a envoyé ce dossier au procureur du roi à Namur. Et on a envoyé ce dossier aussi du côté de la France. Donc, si t'es convoqué dans les prochaines semaines, tu peux me remercier. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai assez dit. Ben, à la prochaine fois donc. Portez-vous bien, les petits murions.